The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. Pensez à des régions emblématiques telles que Bordeaux, Rioja ou Chianti. Ces noms ne représentent pas seulement du vin. Ils reflètent des siècles de tradition, de savoir-faire et un lien profond entre le peuple et les lieux. Vous l'aurez compris, c'est de vin que nous allons parler aujourd'hui. Comme vient de le souligner Lavinia Stan, de la Direction générale de l'agriculture de la Commission européenne, le vin est bien plus qu'une simple marchandise pour nous, Européens, c'est un patrimoine. Mais voilà, sous l'effet d'une consommation en baisse, de la flambée des coûts de production et de la menace, parfois existentielle, des bouleversements du climat, le secteur est en pleine mutation et cherche sa voie. Quelles sont les préoccupations des professionnels de la vigne? Quelles solutions peut leur apporter l'Union européenne? On en parle dans ce 56e épisode de Nourrir l'Europe. À mes côtés, donc, Lavinia Stan, analyste de marché dans le secteur du vin à la DG Agri de la Commission européenne. Bienvenue dans Nourrir l'Europe. Au-delà de la dimension patrimoniale, quelle place occupe le secteur du vin dans l'économie européenne? Le secteur vitivinicole est très important sur le plan économique et social pour l'Union européenne. Il génère 2,9 millions d'emplois et contribue à hauteur de 130 milliards d'euros à l'économie européenne. Dans les zones rurales, la production de vin est souvent l'épine dorsale du développement local. Cela signifie que le vin ne se contente pas de créer une entreprise. Il soutient des communautés de l'agriculture, de la production au tourisme et hôtelière. Au-delà de nombre, le vin fait également partie de l'identité culturelle et du paysage de l'Europe. Je précise pour nos auditeurs que vous parlez bien du secteur vitivinicole pour englober toutes les étapes de la production de vin, de la culture de la vigne à la mise en bouteille. Les vins européens se vendent dans le monde entier. Comment se positionne l'Europe sur le marché mondial? L'Union européenne est le premier producteur et exportateur de vin au monde. Et nos vins sont d'une diversité remarquable, de blancs vifs, au rouge et rosé riche, en passant par le vin mousseux et pétillant. 88% de notre vignoble sont protégés par des indications géographiques qui mettent en évidence les caractéristiques uniques dans des régions et traditions spécifiques. Cela rend notre vin non seulement distinctif, mais intégré aussi profondément dans le tissu économique et social des zones rurales, leur conférant une identité forte qui mérite d'être préservée. Qu'est-ce qui fait de la viticulture une activité agricole à part? La viticulture, c'est un investissement à la fois coûteux et de long temps. Les vignes prenant des ans pour produire des raisins de haute qualité, pouvant rester productifs pendant plusieurs décennies. On a souvent plusieurs générations qui travaillent ensemble pour entretenir les vignobles, préservant aussi les traditions tout en développant le savoir-faire nécessaire pour s'adapter en permanence aux tendances du marché et aux défis environnementaux. La viticulture est également un moteur essentiel d'innovation, de la durabilité dans les zones rurales, où elle combine harmonieusement traditions anciennes et technologies de pointe. Alors, je le disais en introduction, le secteur du vin est à un tournant. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les producteurs aujourd'hui? Aujourd'hui, le secteur vitivinicole européen est confronté à des défis majeurs. La consommation de vin diminue tant dans l'Union européenne qu'au niveau mondial. En 2024, le volume estimé de la consommation mondiale de vin est de 213,6 millions d'hectolitres, soit le niveau le plus bas depuis 1961. Les jeunes générations se tournent vers d'autres produits comme les boissons prêtes à consommer
ou les cocktails. Dans le même temps, le vin rouge, qui représente la plus grande part de la production vitivinicole européenne, est la catégorie connaissant la plus forte baisse de la demande. À cela s'ajoutent les effets croissants du changement climatique. Et les producteurs doivent s'adapter rapidement, non seulement aux nouvelles préférences des consommateurs, mais ainsi en cultivant des cépages plus résistants. C'est une période de véritable transformation pour le secteur. Nous poursuivrons cette conversation un peu plus tard, Lavinia. Je vous propose tout d'abord d'essayer de comprendre les évolutions actuelles du marché du vin. Simone Lohse est professeure d'économie d'entreprise et dirige l'Institut d'économie du vin et des boissons à l'université de Geisenheim dans le sud du Land de Hesse. Bienvenue professeur. Quelles raisons ou quelles tendances peuvent expliquer la baisse de la consommation de vin en Europe ? La première, c'est la baisse du revenu disponible des consommateurs qui se demandent où ils peuvent faire des économies. Et il y a de nombreux domaines où ils ne peuvent pas se restreindre. Mais pour le vin, c'est possible. Mais il y a aussi la tendance à long terme qui veut qu'une grande partie de la population immigrée ait grandi dans des cultures où le vin et l'alcool jouent un rôle moins important et que cela ne change pas rapidement. Et la troisième tendance est celle de la santé, c'est-à-dire que si je bois mon quart de litre tous les soirs, le médecin va dire « Attention, c'est peut-être trop ». Et bien sûr, il y a aussi les smartwatches qui mesurent si j'ai bien dormi, si je suis en forme. Et là, il y a un feedback direct auquel les gens réagissent relativement vite. Nous savons que dans les années 70 et 80, plus de la moitié des jeunes consommaient régulièrement de l'alcool et du vin, et qu'aujourd'hui, ils sont moins d'un tiers. Oui, on constate donc un net recul. Une demande en berne, c'est mauvais pour les affaires, mais côté production, la donne a aussi changé et pas en faveur des viticulteurs. Ce qui les a vraiment touchés, c'est que tout d'un coup, les coûts ont augmenté de 30 à 40% à cause des prix de l'énergie et de l'inflation. Et ils n'ont pas pu les répercuter parce que les consommateurs y ont été très sensibles. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de nos vignobles ? Nous arrivons maintenant à une situation où certains viticulteurs ne peuvent plus couvrir leurs frais, travaillent en dessous des coûts et font des pertes. Mais ils disent « Mon vignoble a encore de beaux jours devant lui, je l'ai construit pour le long terme, c'est mon héritage, c'est ma famille, c'est ma culture, je ne veux pas abandonner. » Et en fait, les viticulteurs attendent que le voisin renonce. Nous sommes dans un dilemme de prisonnier et c'est pourquoi les viticulteurs font des économies en investissant pour réduire les dépenses et traverser la crise économique. Mais en tant qu'économiste, il faut être très très honnête. Des coûts plus élevés, une consommation plus faible, cela conduit nécessairement à une offre plus faible. Il n'y a pas d'autre solution. Et cela signifie que nous devons d'une manière ou d'une autre accompagner ce secteur et aider certaines entreprises à disparaître. À quoi pourrait ressembler cet accompagnement ? Cela signifie d'abord une véritable consultation. Où en est l'exploitation de manière réaliste, car peu de viticulteurs sont en mesure de dire où en sont leurs indicateurs économiques. C'est en fait la première chose. Où en est l'exploitation et quelles sont ses perspectives? Et s'il ne lui reste que quelques années, on peut dire qu'il s'agit d'une exploitation en fin de cycle et qu'elle peut peut-être encore aller jusqu'au bout. Mais si j'ai la quarantaine ou la cinquantaine et que je me dis que je pourrais travailler dans un autre métier au coin de la rue et y gagner encore un peu pour ma retraite, alors il faut vraiment dire aux viticulteurs, au lieu de travailler à perte pendant les 20 prochaines années, il vaut peut-être mieux trouver un autre travail. Mais qu'est-ce qu'on fait des vignes abandonnées? Comment gérer la réorganisation de l'espace? Beaucoup d'exploitations se disent maintenant « Oh, je ne peux plus commercialiser ce vin. Je mets fin à mon contrat de location et le bailleur se retrouve avec une surface dont il n'a pas besoin et dont il ne peut pas se débarrasser. » Et c'est là que le secteur a besoin d'aide, avec des concepts permettant de réorganiser les paysages, permettant de préserver les zones touristiques centrales en accompagnant vraiment cette réduction des surfaces de manière stratégique. Le secteur a besoin d'un accompagnement, de soutien, car l'arrachage d'un vignoble coûte de l'argent. Oui, les exploitations doivent être préparées. Il faut d'abord investir avant de trouver une solution. Et tout cela en tenant compte des défis climatiques, j'imagine.
Bien sûr, il y a aussi cette perspective sur le long terme. Quelles sont donc les surfaces que l'on pourra encore bien travailler dans 30 ou 40 ans avec le changement climatique? Cette année, il semble que l'année sera très sèche et chaude, ce qui signifie que les terrains en pente avec peu de profondeur seront à nouveau soumis au stress de la sécheresse. Et là, il faut se demander, quand on parle d'abandon de surface, il ne faut pas privilégier ces zones difficiles qui ne peuvent pas être préservées. Merci beaucoup, professeur Lose. Le double défi de la baisse de la consommation de vin et du réchauffement climatique se fait particulièrement sentir à Bordeaux. Ici, la surproduction s'élève à près d'1 million d'hectolitres par an. Plus des 2/3 des viticulteurs gagnent moins que le salaire minimum. Pourtant, certains trouvent des solutions créatives. Valentine Piquant, par exemple, investit beaucoup de temps et d'énergie à conquérir de nouveaux marchés, y compris en Afrique. Alors moi, je suis copropriétaire et donc gérante du château Stains-Piquant. C'est un domaine familial de 40 hectares situé sur l'appellation Sainte-Foy-Côte de Bordeaux. Moi, j'essaye d'incarner au maximum mon domaine et mes vins. Donc, je me déplace autant que possible pour rencontrer mes clients. On reçoit également beaucoup de monde à la propriété. Et deuxième aspect important, j'essaye de répondre au maximum aux besoins de mes clients. Et je pense que c'est tout aussi important, en fait. Je pense que aujourd'hui, l'énergie qu'on dégage, toute l'énergie qu'on met pour défendre son terroir, ses vins, c'est pour moi la réponse la plus adaptée. Et parmi ces nouveaux clients, il y a le Nigeria. J'ai commencé à travailler avec le Nigeria il y a 3 ans, suite à ma rencontre avec une femme extraordinaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chinedu Rita Rosa, et qui est consultante pour le marché africain. Et en fait, ça a été une des premières femmes à avoir une boutique de vin à Lagos il y a une vingtaine d'années. Et grâce à ça, elle a vraiment acquis une solide expérience avant de s'installer en France. Et je pense que sa force aujourd'hui, c'est de créer beaucoup d'événements en France comme au Nigeria pour faire des liens entre les vins français et la gastronomie nigériane. Une vraie découverte pour Valentine Piquant. J'ai aussi la chance d'avoir rencontré un chef local qui me fait rencontrer aussi beaucoup de jeunes de la nouvelle génération nigériane que personnellement je trouve assez fascinantes. Ils sont vraiment pleins de dynamisme, d'enthousiasme et de curiosité. Je trouve ça assez vraiment inspirant de travailler avec le Nigeria parce que c'est vraiment un marché très très dynamique et ça se ressent dès qu'on y va. Mais par contre, c'est un marché sur lequel il faut vraiment s'armer de patience parce qu'il y a une fluctuation, que ce soit monétaire, politique. Donc il faut savoir aussi, parfois il y a des mois où il ne se passe rien parce que il y a des instabilités qu'il faut savoir absorber. Et pour mieux absorber les chocs d'un marché, Valentine travaille à diversifier ses débouchés. Aujourd'hui, j'ai la Chine, le Japon, la Corée. Là, j'ai démarré récemment au Cambodge et c'est un joli marché aussi. J'y étais au mois de mars et j'ai passé vraiment 3 jours fantastiques avec une équipe très dynamique. Donc même ça peut être des petits marchés entre guillemets, mais tout dépend en fait avec qui on travaille. Je pense que la clé aujourd'hui, c'est de travailler avec les bons distributeurs qui seront les ambassadeurs. Parce que je pense sincèrement que c'est une des meilleures façons de créer une marque sur le long terme, c'est d'être présent sur la restauration et l'hôtellerie. Donc c'est vrai que c'est une démarche qui nécessite un peu plus d'efforts parce que il y a peut-être un peu moins de volume à la clé, mais c'est vrai que c'est pour moi un travail qui paye sur le long terme. La clé du succès, c'est finalement le contact personnel, garant d'un réseau fidèle. Je suis assez fière des vins que je produis déjà, donc ça je pense que c'est quand même un aspect assez important. Et je suis assez fière de mon histoire et c'est quelque chose que j'aime bien partager. Et je pense que je suis une bonne ambassadrice de mes vins et plus globalement des vins de Bordeaux aujourd'hui parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et je pense que ça se ressent. J'aime beaucoup rencontrer des nouvelles personnes, partager des moments, être en immersion totale d'autres cultures où je partage leur cuisine, leurs habitudes et je pense que forcément ça a un impact. Et quand on lui demande comment la politique agricole commune pourrait soutenir son secteur, Valentine a une proposition concrète. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'aide dans les situations de crise, notamment d'aide quand il y a des problèmes des aléas climatiques. On parle jamais d'aide à la structuration commerciale. Et ça, je pense que ça pourrait être un des aspects pour aider la filière. Faisons un saut de puce du Bordelais au Trentin, dans le nord de l'Italie. Luca Rigotti préside le groupe de travail 20 du Copa-Cogeca, la plus grande organisation professionnelle agricole de l'Union européenne.
il nous parle des particularités de la filière dans son pays. L'Italie est le plus grand producteur de vin en Europe et donc le plus touché par les turbulences actuelles du marché. Nous avons vraiment beaucoup souffert en Italie ces dernières années, dans le sud, de la sécheresse, dans le nord, l'année dernière, de beaucoup de pluie. Et nous avons également connu des événements climatiques catastrophiques comme des tempêtes de grêle. Un pays dont la production vinicole porte la marque de la diversité. L'Italie est longue, le climat est très différent du nord au sud et de ce fait, l'agriculture est également très différente. D'autres approches, une autre manière de produire des vins. Dans le nord, on fait d'excellents vins blancs. Les régions montagneuses, fraîches, produisent des vins mousseux. La méthode classique avec fermentation secondaire en bouteille. Dans le sud, dans les zones climatiques plus chaudes, nous produisons également d'excellents vins. Les meilleurs vins rouges proviennent sans aucun doute du sud. Ainsi, chaque région a ses propres vins. Nous essayons de tirer le meilleur parti de cette diversité. Ce qui frappe dans l'Italie viticole, c'est le rôle majeur des coopératives adaptées à la réalité du terrain. Les coopératives impliquent une responsabilité partagée entre de nombreux petits producteurs qui ne pourraient pas s'établir seuls sur le marché. Je suis à la tête d'une coopérative de 1500 membres dans une région montagneuse, difficile à cultiver. En tout cas, moins polyvalente qu'une exploitation de plaine. Sans cette forme de coopérative et de collaboration, notre vin ne serait pas arrivé sur le marché. Une organisation qui fédère au-delà du cadre marchand. Les coopératives nous permettent de gérer nos affaires autrement que de manière spéculative. Je pense que c'est un facteur important pour la viticulture européenne et plus généralement pour l'économie européenne. Mais justement, pas seulement pour les chiffres et le chiffre d'affaires. Il s'agit d'une économie sociale, du bien-être des territoires, des traditions et de l'attachement des gens aux zones rurales. Je pense que c'est un avantage pour chaque peuple et chaque État, car cela signifie transmettre des traditions, une culture et une mentalité. Lavinia Stan, je rappelle que vous êtes analyste de marché dans le secteur du vin à la DG Agri de la Commission européenne. On a entendu l'attachement des producteurs à leur vin et à tout ce qu'ils représentent dans la culture européenne. On a entendu aussi que cet héritage pluriséculaire, il est aujourd'hui menacé. Dans les circonstances actuelles, comment l'Union européenne soutient-elle le secteur viticole ? L'Union européenne soutient les viticulteurs de manière concrète. L'Union européenne finance des projets visant à moderniser les vignobles. Aussi à investir dans des technologies plus écologiques et plus efficaces. Et à promouvoir des vins européens sur le marché extérieur à l'Union européenne. Elle protège également l'identité de vins européens grâce à des signes de qualité, comme le AEP, l'appellation d'origine protégée, et les IGP, l'identification géographique protégée, garantissant la qualité et l'origine des vins européens. Ainsi, lorsque vous achetez une bouteille portant l'un de ces signes, par ailleurs, l'Union européenne veut que le secteur reste résilient, en aidant le producteur à faire face aux changements climatiques et aux pressions du marché, tout en préservant les riches traditions vitivinicoles de nos régions rurales. Elle encourage également les citoyens à profiter de ce patrimoine, par exemple via le tourisme œnologique et les routes du vin. Fin mars, la Commission européenne a proposé toute une série de mesures pour aider la filière viticole. Dans le jargon européen, on parle du nouveau paquet vin. De quoi s'agit-il ? Le nouveau train de mesures sur le vin compte plusieurs mises à jour outils qui facilitent la vie des producteurs à relever de nouveaux défis et à apporter aux consommateurs une meilleure qualité et une meilleure durabilité. Par exemple, les viticulteurs auront un meilleur accès au financement pour s'adapter au changement climatique,
en passant de cépages résistants à la sécheresse ou en installer des technologies économes. Un autre exemple, ce sont les règles de plantation qui deviennent plus souples et plus adaptées à la demande, afin que les producteurs puissent répondre plus rapidement aux besoins du marché et réduire le risque de production excédentaire. On a aussi des règles d'étiquetage qui simplifient et apportent l'innovation aussi, qui permettent aux producteurs, en particulier aux petits producteurs, de commercialiser plus facilement le produit sur l'ensemble du marché unique. Il y a aussi les nouveaux vins fiables en teneur en alcool, qui sont plus facilement reconnus par des consommateurs. Vous avez entendu Valentine Piquant, viticultrice dans le Bordelais, appeler à un soutien européen à la stratégie marketing. Y a-t-il quelque chose dans les cartons de la Commission à ce sujet ? L'Union européenne reconnaît que la commercialisation et la promotion sont essentielles pour aider les producteurs, en particulier pour les plus petites, à rester compétitifs. C'est pourquoi le nouveau train de mesures sur les vins et les recommandations du groupe de haut niveau mettent l'accent sur le renforcement du soutien à la promotion, tant au sein de l'Union européenne qu'au niveau international. Par exemple, des efforts sont déployés pour simplifier les régimes de promotion pour les petits producteurs et permettre des campagnes plus longues, afin de leur permettre de construire une présence durable sur le marché. Produire un bon vin n'est pas suffisant. Il faut aussi des outils pour toucher les consommateurs et les informer sur la qualité et la valeur du vin européen, surtout dans les pays où le vin et sa culture sont moins connus. L'Union européenne soutient déjà des activités de promotion dans des pays tiers. Le paquet vin les renforcera notamment à travers le tourisme œnologique. L'économiste Simone Lose affirmait plutôt que certaines parcelles sont condamnées. Or, en cas d'abandon, l'arrachage des vignes est obligatoire et son coût retombe sur les épaules de viticulteurs déjà acculés financièrement. Est-ce que des aides européennes sont prévues à cet effet ? Nous reconnaissons que des changements structurels sont nécessaires dans certaines parties du secteur. C'est précisément pourquoi, avec les États membres, nous avons mis en place le groupe de haut niveau sur le vin, qui a formulé des recommandations aujourd'hui intégrées dans le paquet vin. Ces paquets apportent de nouveaux outils politiques qui permettent aux autorités nationales et aux producteurs de mieux gérer le potentiel de la production et de réduire le rendement à l'échelle nationale ou régionale, en phase avec les tendances du marché, et d'aider les producteurs directement ou indirectement à sortir du secteur si nécessaire. La durabilité économique et sociale va de pair avec les objectifs environnementaux. C'est pourquoi les outils de soutien viticole de la PAC vise à concilier ambition environnementale et viabilité locale, en aidant le producteur à rester compétitif tout en préservant le territoire. Le paquet vin vient renforcer encore davantage cette approche globale. Il existe donc des aides pour l'arrachage des vignes et bien d'autres outils que nous n'aurons pas le temps d'aborder. Que répondez-vous aux citoyens qui se demandent pourquoi l'Union européenne investit autant dans le soutien au secteur viticole ? Je dirais que le vin est plus qu'une boisson. C'est une partie de l'identité européenne. Il relie les communautés rurales, soutient des millions d'emplois et façonne le paysage que nous aimons. Avec le soutien de l'Union européenne, le secteur vitivinicole peut innover et s'adapter tout en restant profondément ancré dans la tradition. Ces soutiens contribuent à garantir la résilience à long terme du secteur, dans l'intérêt à la fois des producteurs de vin, mais aussi de la société européenne entière.
Et ce sera le mot de la fin. Merci Lavinia Stan pour votre contribution à ce podcast. Merci aussi à Simone Loz, économiste, et aux viticulteurs Valentine Piquant et Luca Rigotti qui représentaient le Copa Cogeca. Nourrir l'Europe revient dans 2 semaines pour un numéro consacré à la réduction de la charge administrative des agriculteurs. D'ici là, comme toujours, prenez soin de vous et santé. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse, Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der stratégische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.